Dans une scène du deuxième épisode de la série, Dory, le personnage principal de Search Party, se trouve dans un wagon du métro de New York. Elle a entre les mains un livre, Anna Karénine de Tolstoï. Elle l'a trouvé dans un restaurant à la table qu'occupait une jeune femme, Chantal Witherbottom, que tout le monde croit disparue ou morte. Dory ouvre le livre, moins on le comprend rapidement pour véritablement le lire que pour y chercher les traces qui subsisteraient de son ancienne propriétaire. Dory cherche dans Anna Karénine les marques, les signes laissés par Chantal Witherbottom. Lorsqu'elle tombe sur un passage à noter, lorsqu'elle tombe sur un passage qui est surligné, elle donne à ces citations éparses une valeur d'indice. Dory remarque que Chantal a surligné une phrase de Tolstoï qui deviendra d'ailleurs la devise de sa quête, une phrase qui justifiera également le titre même de Search Party. Some mathematician said that the pleasure lies not in discovering the truth, but in searching for it. Un mathématicien a déjà dit que le plaisir n'était pas dans la découverte de la vérité, mais dans sa recherche. Très tôt dans la série, donc, le rapport de Dory à la lecture est thématisé. Rapport à la lecture qui, à travers son expression par l'enquête, joue avec les codes du genre policier. Et très tôt dans la série, le rapport de Dory à la recherche de la vérité, de la réalité vraie, dirons-nous, de la vérité qui se cache derrière les apparences d'une réalité hégémonique qui se présente pour vraie, mais qui ne le serait pas. Donc, le rapport de Dory à la recherche de la vérité est également thématisé. Dans le cadre de ma communication, je me propose d'étudier la manière dont s'articulent enquête, lecture et réalité dans la première saison de Search Party. À partir des conclusions du sociologue Luc Boltanski dans Énigmes et complots, une enquête à propos d'enquête, je défendrai l'hypothèse que la série Search Party, déployant en travers Dory la figure de la mauvaise lectrice, de la lectrice du monde incompétente ou inadéquate, renverse les a priori propres au genre policier, et que cela a pour conséquence de dresser une critique sévère de l'utilisation des codes de la série policière au sein de productions qui lui sont contemporaines et dont elle se veut la parodie. Search Party s'érige comme mise en garde face à l'enquête comme méthode de production de savoir, face à la paranoïa comme compétence pour débusquer le vrai, et également face à la lecture au sens large. Après tout, ce qu'on lit risque toujours, dans la série, de n'apparaître que comme le reflet vain de ce que l'on cherche à lire, n'apparaître que comme le reflet vain de notre propre désir de lecteur qui échappe aux limites que le texte devrait lui imposer. Mais d'abord et avant tout, pour que nous soyons tous sur la même longueur d'onde, je commencerai par donner un court résumé de la première saison de Search Party, qui est celle à laquelle je m'intéresserai dans le cadre de ma communication. Search Party est une série américaine créée par Sarah Violette Bliss, Charles Rogers et Michael Showalter, diffusée depuis novembre 2016. La première saison raconte l'histoire de Dory, une New-Yorkaise dans la vingtaine qui ne se satisfait plus de son travail et de sa vie superficielle. Entourée de son copain, Drew, et de ses deux amis, Elliot et Portia, l'insignifiance de leur vie apparaît à Dory de plus en plus crûment. Lorsqu'une ancienne collègue de collège qu'elle connaît à peine, Chantal Witherbottom, disparaît, Dory décide de partir à sa recherche. La première saison de Search Party raconte cette quête de Dory, Drew, Elliot et Portia pour retrouver cette ancienne collègue disparue que tout le monde croit morte. De prime abord, la série se présente donc comme une série policière au sens le plus strict. Une enquête constitue l'enjeu principal de la première saison de Search Party et chaque épisode fait émerger des indices qui apparaissent pour Dory comme des énigmes. Dans le cadre de sa quête, le travail est de comprendre les liens qui unissent des éléments d'apparence éparse, remettre ces éléments en ordre. Le travail de Dory est de reconstituer le fil d'Ariane qui permettrait d'éclairer un mystère caché. En cela, à première vue, la série correspond à la définition du genre policier proposée par Maxime Chastain. Elle met en scène des faits peu ordinaires ou extraordinaires qui semblent déraisonnables, voire irrationnels, des faits qui par suite mettent en désordre les pensées de quelques personnages, des faits cependant que d'autres personnages, les détectives, capables d'en rendre raison, ramènent à l'ordre. Le détective se présentant évidemment dans Search Party sous les traits de Dory. La série répond aussi à première vue au code du genre policier si l'on s'en tient au constat que fait Luc Boltanski dans Énigmes et complots. Pour Boltanski, le roman policier et le roman d'espionnage mettent en scène deux plans de réalité. D'un côté, il y aurait la réalité hégémonique, la réalité telle qu'établie par l'État-nation, et qui fait en sorte que la suite des événements est conçue comme relativement stable et prévisible. Mais de l'autre côté, depuis l'émergence de la psychiatrie, de la science politique et de la sociologie à la fin du 19e siècle, existerait sous cette réalité une autre réalité fondamentale à la constitution des romans policiers et d'espionnage comme genre, une réalité cachée.
Celle-ci se manifesterait à travers l'avènement d'énigmes, c'est-à-dire d'éléments qui ne seraient pas solubles au sein de la réalité hégémonique promue par l'État-nation. Le détective dans le genre policier est celui qui conçoit l'énigme comme recélant la réalité authentique, réalité camouflée sous celle qui apparaît à tout le monde comme vraie. Le détective est un lecteur paranoïaque et Dory, dans Search Party, se présente bel et bien comme une lectrice paranoïaque. La confrontation entre réalité hégémonique et réalité cachée apparaît très tôt dans Search Party. Lorsque Dory aperçoit Chantal Witherbottom, celle que tout le monde croit morte, elle se rend rapidement au poste de police pour livrer son témoignage. Le policier lui demande combien de temps a passé depuis sa dernière rencontre avec Chantal avant qu'elle ne la revoie. Dory avoue que cela fait 6 ans qu'elles se sont revues, mais ajoute que ça semble beaucoup plus court avec les réseaux sociaux. Excédé, le policier referme immédiatement le dossier qu'il avait ouvert et explique à Dory qu'il faut à présent attendre et espérer que Chantal revienne. Dory est abasourdie de la réponse du policier et lui dit « Well, I guess I'll let you get back to shooting black teens because that's obviously all you do. Maintenant, je vais vous laisser retourner à vos affaires, je vais vous laisser aller fusiller des ados noirs, c'est vraisemblablement tout ce que vous savez faire. » À travers cette boutade, Dory laisse entendre non seulement l'impuissance de la police à découvrir la réalité cachée des choses, mais également leur rôle dans le maintien d'une réalité hégémonique où l'État-nation régule les rapports entre dominants et dominés. C'est d'ailleurs à partir de ce moment que Dory s'autoconstitue véritablement comme détective, comme lectrice des indices, lectrice des symptômes qui constituent les énigmes menant au dévoilement d'une réalité cachée. Rapidement, cependant, plusieurs événements mettent en doute dans le cadre de sa quête les compétences de lecture de Dory. J'en souligne 2 pour exposer le processus qui sous-tend les interactions entre lecture, enquête et réalité dans Search Party. Dans le premier épisode de la série, un petit incident, mais révélateur de tout ce qui va suivre, advient. Dory voit dans le métro un sac de sport où est écrit le nom de Chantal. Excitée, elle se lève pour remarquer aussitôt que la femme qui possède le sac n'a rien à voir avec le visage qu'elle a vu sur la photo de l'affiche. Remarquez ici comment la série procède. Quelque chose de banal apparaît à Dory comme exceptionnel, relevant d'une réalité cachée, porteuse d'une énigme. Cependant, un rapide démenti replace l'événement dans la banalité du quotidien, dans la réalité ordinaire. Un autre incident dont je vais vous montrer un extrait expose les incompétences de Dory en lecture. Alors qu'une veillée est organisée pour la disparition de Chantal, Dory va dans ce qu'elle croit être la chambre de Chantal. Elle se promène, touchant aux objets, à la recherche d'indices, sillonne la chambre comme elle sillonnait les pages d'Anna Karenine. Elle trouve une veste qu'elle croit être la veste de Chantal. Je vous montre l'extrait. Donc, on a ici le même processus. La chambre de la sœur de Chantal est dramatisée par Dory et prend la valeur d'indice. Mais encore une fois, rapidement, un démenti brutal advient qui replace la lecture exceptionnelle dans la réalité ordinaire. On cherche à nous faire comprendre que Dory, en fait, ne sait pas lire ou bien qu'elle lit mal parce que le texte qui lui est présenté ne répond pas à ses attentes. Effectivement, la quête pour retrouver Chantal, la quête qui doit parvenir à donner du sens à l'existence de Dory, se doit d'être absolument dramatique. Et à défaut de trouver le dramatique dans le vrai monde, dans la réalité hégémonique, Dory est prête à le forcer un peu et à inventer sous cette réalité hégémonique une réalité cachée. Donc, en résumé, l'enquête, la lecture et la réalité s'articulent ainsi dans la première saison de Search Party. Existerait une réalité hégémonique, celle où Chantal Witherbottom serait morte. Les indices apparaîtraient qui laisseraient croire à la présence sous cette réalité hégémonique d'une réalité cachée, où Chantal Witherbottom serait plutôt disparue dans des conditions extraordinaires et obscures. Dory, qui se constitue comme détective, décèle dans ces indices la présence d'énigmes. Cependant, au final, ces énigmes apparaissent vaines dans la mesure où les prémices qui les sous-tendent sont fausses dès le départ. Il n'y a qu'un moment où la lecture de Dory s'avère juste, et c'est sur la justesse de cette seule lecture que se base d'ailleurs toute la série. Chantal Witherbottom n'est effectivement pas morte et Dory l'a véritablement aperçue. Tous les autres indices, toutes les autres énigmes, par contre, ne sont l'effet que d'une illusion de mauvaise lectrice. Dans les 2 cas que j'ai soulignés, celui du sac avec le nom de Chantal et de la chambre prise pour celle de la disparue, le démenti arrive immédiatement. C'est-à-dire que presque aussitôt que Dory pense avoir entre les mains un indice, la réalité ordinaire s'impose rapidement et elle constate qu'elle faisait fausse route. Le problème de la mauvaise lectrice advient lorsque le démenti de l'indice conçu comme énigme est retardé. Dans ces cas-là, l'énigme non résolue s'érige comme vraie et la mauvaise lectrice prend pour base de son enquête toute une série d'a priori qui, dans les faits, n'ont jamais été confirmés.
Rappelons-nous, Dory est à la recherche du dramatique, de l'extraordinaire, coûte que coûte. Une autre citation tirée d'Anna Karénine, citée dans la série, peut être lue ironiquement pour qualifier cette attitude. « Anything is better than lying and deceit. » Tout apparaît meilleur que les mensonges et la tromperie. Sauf que dans le cas de Dory, qui ne peut conjuguer avec l'existence d'une vérité banale, ce qui se présente comme alternative à une tromperie est une tromperie qu'elle fabrique elle-même. Elle dit à un moment de la série « I'm just tired of things that don't matter. » Je suis fatiguée des choses sans importance. Dory en est si fatiguée qu'elle est prête à donner de l'importance à des détails qui n'en ont pas. Je vais présenter ici le cas de 3 indices qui, dans la série, sont constitués par Dory comme énigme, mais qui ne vont pas trouver immédiatement de démenti. Voyons ce qui arrive avec ces indices lorsqu'ils restent pour Dory insolubles avec la réalité ordinaire. Le premier indice, lorsque Dory croise Chantal Witherbottom dans un restaurant chinois, cette dernière fuit à l'appel de son nom. Dory voit dans cette fuite la preuve que Chantal se trouve en danger. C'est cet événement originel qui la pousse à lire ce qui va suivre avec un caractère éminemment menaçant. Deuxième indice, sortant de la chambre de la sœur de Chantal, c'est la scène que nous avons vue ensemble, Dory tombe finalement sur la chambre de la disparue. Personne n'est là pour... la fouillant, elle trouve une échographie dissimulée dans une boîte à bijoux. Personne n'est là pour expliquer le contexte de cet objet au personnage. Dory décide donc que l'échographie représente la preuve que Chantal est enceinte et que cette grossesse fait partie de l'explication de sa disparition. Troisième indice... Retournant à l'ancien appartement de Chantal, Dory trouve un collier. Recherchant le lieu où celui-ci a été créé et vendu, elle tombe sur le nom d'une boutique qui, de jour, est une boutique ordinaire, mais de soir devient le lieu de culte d'une secte. À partir de cet indice et de ceux qui ont précédé, Dory reconstitue le fil de l'histoire qui justifierait la fuite de Chantal sous les traits de la lecture paranoïaque par excellence, c'est-à-dire la théorie du complot, le fameux true crime finalement. Ayant fait partie d'une secte, Chantal Witherbottom y aurait été mise enceinte, d'obscurs magnats de l'immobilier new-yorkais seraient impliqués, ce qui expliquerait le danger immense qu'elle court. Donc c'est graduellement à travers chacun des 10 épisodes que se construit cette lecture paranoïaque, cette théorie du complot à partir de ce que Dory considère représenter des indices. Théorie du complot qui, pour la mauvaise lectrice qui est Dory, apparaît tellement forte et indubitable qu'elle met à mal la possibilité même de théories alternatives. Effectivement, on comprend rapidement que le personnage de Dory n'est pas prompt à l'autocritique. Discutant avec son ex-petit copain, ce dernier la questionne sur son désir de retrouver Chantal Witherbottom, une personne qu'elle ne connaît même pas. Lorsqu'il pointe le caractère éminemment narcissique de sa quête, Dory ne l'écoute pas. Il faut préciser cependant que Dory n'est pas nécessairement une mauvaise lectrice parce que narcissique. Dory, en fait, est une mauvaise lectrice plutôt parce qu'elle refuse de soumettre son propre processus d'enquête, sa lecture des indices, à la même critique à laquelle elle soumet les lectures hégémoniques de la disparition de Chantal. À la fin de la série, les démentis qui n'étaient pas apparus au fil de la quête de Dory vont apparaître tout en bloc, une fois qu'il est trop tard et que les personnages ont commis dans le cadre de l'enquête un crime majeur. À la fin, ce n'est pas face à un ajustement de la lecture de Dory qu'on se trouve en tant que spectateur. On ne se trouve pas à ajuster notre lecture de certains indices qui montreraient autrement qu'initialement envisagé la teneur d'une réalité cachée. On se trouve plutôt face à la négation pure et simple de tous les indices qui avaient été conçus comme énigmes. La réalité vraie, celle qui se cachait derrière la réalité hégémonique, est encore plus banale que cette dernière. Ce que ne conçoit pas habituellement, en fait, la série policière comme genre. Normalement, le genre policier répond à un a priori qui, pour Luc Boltanski, lui est fondamental. Un monde stable, un monde prévisible recèle en son creux une réalité cachée extraordinaire. Les indices peuvent parfois tromper, peuvent parfois faire dévier les détectives de leur quête, mais jamais ne viennent-ils mettre en doute l'existence de cette réalité extraordinaire, de même que la pertinence de la quête même. Search Party renverse cet a priori en mettant en mal le célèbre dicton de Tchekhov, dicton qui présuppose que tous les signes se constituent comme indices au dénouement qui se prépare, et qu'on pourrait finalement, pour Search Party, relire ironiquement ainsi: si dans le premier acte, un fusil est accroché au mur, c'est que personne ne tirera. Est-ce à dire que Search Party conçoit le monde comme un lieu banal, stable et prévisible? Est-ce à dire que l'absence d'une réalité cachée nie la présence dans la série de l'extraordinaire, du bizarre ou de l'inexplicable? Ceux qui ont vu Search Party savent bien que non, mais un déplacement important y est du moins opéré. C'est-à-dire qu'il n'existe pas dans Search Party deux plans de réalité, l'un hégémonique et l'autre caché, qui se manifesteraient à travers des indices et des symptômes. Il n'y existe qu'un monde
instable, imprévisible et fragmentée. Au fond, si Dory est une si mauvaise lectrice, c'est qu'elle veut bien croire à la prévisibilité du monde, en ce sens que chaque élément qui apparaît insoluble viendrait confirmer par ailleurs que la plupart du temps, les choses vont comme elles le devraient. La première saison de Search Party met à mal cette hypothèse. La réalité, au fond, n'est qu'un ensemble hétérogène d'éléments insolubles qui, dès lors, ne peuvent plus être lus comme indices. En effet, si tout est extraordinaire, rien ne l'est véritablement. Pour conclure ma communication, j'évoquerai un texte de Eve Sedgwick qui s'intéresse à la lecture paranoïaque comme méthode de production de savoir, Paranoid Reading and Reparative Reading. Dans ce texte, l'auteur raconte la discussion qu'elle a eue avec une amie chercheuse durant la première décennie de l'épidémie du sida. Sedgwick demande à son amie si elle donne foi aux spéculations qui affirment que le virus aurait été créé par l'armée américaine. L'amie chercheuse lui répond: chacune des étapes de la dissémination du virus pourrait effectivement être accidentelle ou délibérée. Cependant, j'ai personnellement beaucoup de mal à m'intéresser à cet enjeu. C'est-à-dire qu'imagine que nous nous persuadions de tous les éléments d'une conspiration, que nous comprenions que les vies des Africains et des Afro-Américains étaient sans valeur pour les États-Unis, que les vies des homosexuels et des consommateurs de drogue ne valaient à leurs yeux pas plus, que les militaires recherchaient activement des façons de tuer des non-combattants qu'ils considéraient ennemis, que les gens au pouvoir regardaient calmement l'avènement de catastrophes s'attaquant à des populations entières. Imagine que nous étions persuadés de toutes ces choses. Alors, dis-moi, que saurions-nous que nous ne savons pas déjà de toute façon? Dans Search Party, la paranoïa déçue de Dory éclaire un fait singulier. Le personnage n'a pas à résoudre une enquête pour que toute la violence, la froideur et la cruauté du monde lui apparaissent. La réalité manifeste dans laquelle se meut Dory en est déjà pleine. À la limite, l'enquête, la lecture paranoïaque est ce qui prévient Dory d'en comprendre le sens véritable. L'enquête qui érige les indices comme énigmes n'apparaît que comme une des méthodes de production des savoirs, et dans bien des cas, ce n'est pas la plus adéquate. Si Search Party se construit comme critique sévère du genre policier, c'est que ce genre, par défaut, laisse croire que la paranoïa est la seule manière d'atteindre à la vérité, que la seule réalité qui compte est, au fond, celle qui nous est cachée. La figure de mauvaise lectrice de Dory m'amène inévitablement à me questionner sur mes propres méthodes de recherche en tant que chercheur. Ai-je moi-même tendance à lire les textes à la recherche de signes qui en révéleraient le secret, à construire des énigmes à partir des indices, à ériger des théories du complot qui mettraient en lumière une réalité cachée? Mes lectures sont-elles paranoïaques? Me font-elles courir le risque de transformer l'insignifiant en fondamental? Si c'est le cas, la seule chose que je me souhaite pour la suite, c'est de savoir m'arrêter, à contrario de Dory, juste un peu avant que je ne commette un crime majeur. Merci.